je viens de la sociologie de la santé en fait. Et donc de fil en aiguille, j'ai fait des recherches sur différents publics qui avaient des problématiques, qui rencontrent aussi des problématiques sociales. Et donc j'ai beaucoup travaillé à ce titre-là sur des problématiques qui concernent les drogues et toute catégorie de personnes qui prennent des drogues. J'ai été sollicité pour travailler sur les jeunes en errance. Donc j'ai eu des programmes avec l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, j'ai eu des programmes avec la mission interministérielle des luttes contre les drogues et les conduites addictives. Et puis voilà, et puis je connaissais aussi des structures de terrain qui ont pour particularité de travailler auprès de ces jeunes. Voilà, des structures avec lesquelles je travaille aussi depuis longtemps. Voilà, donc on m'a demandé de travailler, de faire des évaluations, de programmes un petit peu expérimentaux en direction de ces publics, des programmes qui concernent des tentatives de mettre en place des systèmes d'hébergement adaptés, des programmes qui veulent jouer sur l'insertion par l'économique pour aider une partie de ces jeunes à trouver un emploi. Alors je trouvais ça vraiment très intéressant pour plein de raisons. Parce que c'est vrai que c'est un thème qui est à la croisée de plein de problématiques tout à fait classiques en sociologie. Quand en fait on s'intéresse aux jeunes en errance, on fait de la sociologie de la santé, on fait de la sociologie de la déviance, on fait de la sociologie de la ville et de l'urbain, on fait de la sociologie du travail social, on fait de la sociologie, voilà. Non, les jeunes en errance ne passent pas leur journée dans des squats avec des seringues d'héroïne, une seringue dans chaque bras. Ça surprend aussi beaucoup quand on dit que beaucoup d'entre eux travaillent. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une population qui est quand même beaucoup plus hétérogène que l'image qu'on peut en avoir traditionnellement. Et c'est aussi un public varié quand on regarde un petit peu leur trajectoire de vie, en fait, leur expérience, leur trajectoire de vie. Là aussi, il y a vraiment des parcours assez différents, des gens qui ont qui ont vraiment été dans l'errance, qui ont beaucoup circulé, qui ont voyagé à travers l'Europe, des gens qui ont un mode de vie itinérant dans des camions, et d'autres qui ont plutôt vécu dans la rue, qui ont plutôt vécu dans des squats, d'autres dans des logements plutôt insalubres. Donc il y a quand même beaucoup de diversité. Voilà. Donc il y a quelques points communs. Voilà, moi je dis toujours qu'il y en a au moins deux. C'est d'abord une population de jeunes. Voilà, donc ils ont beaucoup de points communs. Ils sont jeunes, donc ils aiment bien ce que beaucoup de jeunes aiment. Ils aiment bien voyager, ils aiment bien aller en vacances, ils aiment bien être entre amis, ils aiment bien faire la fête entre amis, ils aiment bien la musique, ils aiment bien aller sur les réseaux sociaux, ils aiment bien, voilà. Comme beaucoup de jeunes. Ils se projettent aussi, pour certains d'entre eux, un minimum, avec des projets qui sont des projets tout à fait, je dirais, communs. J'aimerais un petit appart, vivre avec ma copine tranquillement. Voilà. Le deuxième point commun, et ce qui là pour le coup va les différencier des autres jeunes, c'est qu'ils ont un rapport aux institutions qui est un rapport conflictuel. Voilà. Donc évidemment les institutions au sens, comme on l'a pu le dire, c'est-à-dire la police, quand on regarde l'expérience de vie de beaucoup de garçons, beaucoup sont allés en prison, beaucoup se sont fait arrêter, beaucoup ont eu des rapports musclés avec la police. Quand on regarde ce qui se passe, leur parcours à l'école, leur parcours avec les familles, et puis d'autres instances de socialisation, donc là c'est vraiment objectivement très très conflictuel. La plupart ont des problèmes avec leur famille. La rue est souvent une solution. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, quand ces jeunes partent, ils ont un sentiment presque de libération. Voilà, parce qu'ils quittent un endroit, des relations qui leur sont devenues insupportables, dans lesquelles ils ne se projettent plus. On a fait un petit peu la tournée des grands opérateurs de politique publique, on va dire, de politique sociale. Et on a eu à chaque fois un petit peu ce constat selon lequel ces jeunes-là
n'intéressent pas la CAF parce qu'ils évidemment n'ont pas d'enfants, ils n'intéressent pas le CCAS parce qu'ils ne sont pas domiciliés dans un secteur, ils n'intéressent pas les intervenants en psychiatrie de la rue parce comme ils sont jeunes, ils sont plutôt relativement en bonne santé. C'est un public qui n'a pas trouvé preneur en fait, en gros dans le marché des publics aidés, le marché de la sollicitude publique en quelque sorte. Alors les quelques dispositifs qui ont été mis en place ont connu des destins un peu variables. Alors les dispositifs d'hébergement ont été arrêtés faute de financement, ce qui explique que par exemple, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais que dans les métropoles, une partie des squats, au fond du phénomène des squats est quand même complètement lié à ça. Et puis il y a d'autres dispositifs qui marchent un petit peu mieux, plutôt des dispositifs qui consistent à essayer de les ramener, de les rapprocher d'une activité de travail. Alors c'est beaucoup plus soutenu par les pouvoirs publics. L'idée de mettre au travail des gens qui sont à la rue, c'est une idée qui prend plus facilement au cœur des institutions publiques, parce que là aussi ça correspond à une vieille histoire du sans-abrisme et du vagabondage. On va mettre au travail ceux qui le peuvent et ceux qui le veulent, et puis les autres seront plutôt l'objet d'une politique plus répressive en quelque sorte.